Bonjour tout le monde. Désolé pour. I'm going to speak in French, since you know we have interpretation. Désolé pour le léger retard. Et je vous remercie au nom de la mission permanente du Niger d'être venu à ce briefing pour la nouvelle présidence du Niger au Conseil de sécurité. Le Niger, comme vous le savez, préside le Conseil de sécurité pour la deuxième fois durant son mandat. Et j'ai l'honneur ici de vous présenter son Excellence Abdou Abari, représentant permanent du Niger et président du Conseil, qui va bien entendu discuter, décliner les grands axes de notre présidence afin que vous sachiez exactement ce que nous sommes en train de faire. Donc, sans trop attendre, je vais donner la parole à son Excellence qui va déjà vous faire un exposé du contenu de notre présidence. Et ensuite, après, on va ouvrir le floor pour que vous puissiez poser des questions. Bon, bien entendu, on a 40 minutes, je suppose. Et essayons de prendre cela en compte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Merci à tous également pour votre présence aujourd'hui. Je présente mes excuses pour les 10 minutes de retard. Pour moi, il n'y a pas de petit retard. Un retard est un retard. Je vous présente mes excuses. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un grand moment pour mon pays, le Niger, de présider pour la deuxième fois le Conseil de sécurité après la présidence du mois de septembre passé. Et en ce moment où nous nous apprêtons plutôt à quitter le Conseil de sécurité, on va présider en décembre et puis au 31 décembre, notre mandat se termine. Donc ce matin, au déjeuner traditionnel d'examen et d'adoption du programme, nous avons reçu le soutien unanime des 15 États membres, des autres 14 États membres du Conseil de sécurité, et aux premières consultations qui se sont tenues juste après, autour de 11h, 11h30, le programme a été formellement adopté en salle du Conseil. En ce qui concerne ce programme, de décembre, nous aurons les réunions habituelles sur le Yémen, le processus de paix au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, les 3 dossiers de la crise syrienne, la Syrie politique, humanitaire et la Syrie en ce qui concerne la question des armes chimiques. En outre, le Conseil tiendra des réunions sur le Soudan et le Sud-Soudan. D'autres briefings concernent les situations en République démocratique du Congo, avec notamment le renouvellement du mandat de la MONUSCO et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, l'UNOCA. En outre, il y aura 3 sessions de briefing thématiques sur le mécanisme international résiduel pour les tribunaux pénaux, la non-prolifération et un briefing du haut commissaire pour les réfugiés, M. Grandi. Comme chaque année, les présidents sortants des organes subsidiaires donneront leur briefing de sortie. En ce qui me concerne, je ferai le briefing de sortie sur le comité de sanctions sur la République démocratique du Congo et sur la République centrafricaine que j'ai eu la charge de présider durant les 2 années de notre mandat au Conseil. Le programme comporte également un nombre important d'adoptions liées au renouvellement de mandats et d'autorisation, notamment le renouvellement de la résolution 2442 autorisant la force navale internationale luttant contre la piraterie au large des côtes somaliennes, l'équipe d'enquête des Nations Unies pour la responsabilisation de Daesh, la force intérimaire des Nations Unies pour la sécurité d'Abyei, le régime de sanctions contre Daesh et Al-Qaïda, la mission de l'Organisation des Nations Unies
pour la stabilisation, donc je l'ai dit tout à l'heure, la MONUSCO, la Force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement du plateau du Golan, la mission de l'Union africaine en Somalie et le comité exécutif des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme. Pour marquer sa présidence, le Niger a l'intention d'organiser un seul débat de haut niveau qui sera présidé par son Excellence le président Mohamed Bazoum, le nouveau président du Niger qui fera le déplacement, qui sera avec nous déjà à New York à partir du 7 décembre. Et le 9, il présidera cette réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur le thème de la paix et de la sécurité internationale face aux défis du terrorisme et du changement climatique. Ça va être une réunion publique ouverte à la participation des États membres des Nations Unies. L'objectif visé ici est d'avoir une discussion sur la façon dont la communauté internationale pourrait s'engager pleinement dans la lutte contre le terrorisme et son interaction avec les effets du changement climatique en développant des stratégies plus efficaces au niveau régional et mondial pour faire face à ces deux fléaux. Enfin, la 15e réunion consultative conjointe annuelle et le 6e séminaire conjoint informel entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les membres du Conseil de sécurité auront lieu pendant la présidence nigérienne du Conseil, respectivement les 16 et 17 décembre 2021. Normalement, les dernières consultations s'étant déroulées ici même à New York, on aurait dû aller, le Conseil de sécurité aurait dû se déplacer à Addis Abeba. Mais compte tenu de la situation actuelle qui prévaut dans ce pays, le Conseil ne pourra pas faire le déplacement à Addis et on est en train d'étudier des alternatives, soit le faire dans un pays A3+1, soit le faire dans un pays du CPS ou en désespoir de cause éventuellement le faire de façon virtuelle. Mais en tout cas, les consultations sont en cours. Bien évidemment, le Conseil aura un œil vigilant sur ce qui est en train de se passer en Éthiopie, au Soudan et en Birmanie, au Myanmar. Donc, voilà présenté de façon succincte. Je n'ai pas voulu rentrer jour par jour dans le programme parce que cela va être fastidieux, mais je vous ai donné la quintessence de ce programme, ayant supposé que vous êtes tous en possession du programme dans ces articulations techniques. Donc, ma petite présentation introductive prend fin ici. Je vous remercie encore une fois pour tout le travail d'accompagnement que vous avez fait, en tout cas à notre endroit, tout au long de nos 2 ans de mandat. Bien évidemment, vous êtes les yeux de la communauté internationale et c'est par vous qu'on transmet nos différents messages en tant que membre du Conseil de sécurité. En ce moment où mon pays s'apprête à quitter le Conseil, je veux vous exprimer tous mes sentiments de gratitude et toute notre reconnaissance pour l'excellent travail que vous faites pour faire connaître le rôle et le travail, 2 fois assez difficile, que fait le Conseil de sécurité. Je vous remercie. Merci, Excellence, pour cet exposé. On va ouvrir maintenant le micro pour vos questions. Et bien entendu, je pense qu'il est de coutume pour que la première question aille chez la représentante de l'ONU. Voilà, vous avez le floor. Merci. Thank you so much, and on behalf of ANCA, we wish you the best of luck for this busy month ahead. Mr. Ambassador, my question is on Libya. So what's your point of view? What do you think on the elections, the upcoming elections in the country, and if you plan with the new leadership trying to deal with the issue of the humanitarian routes? The last one is in your country capacity. Thank you so much.
comment on procède? Je réponds question par question. Je pense que c'est mieux, non? Je pense que c'est mieux. Comme ça, on maîtrise mieux, je pense. D'accord. Donc, sur les perspectives en Libye, laissez-moi être franc avec vous. Après une dizaine d'années de crise, la Libye a cessé d'exister, il faut le dire pratiquement, comme un État. Le pays vient de loin. La reconstruction de la Libye prendra du temps. Nous qui sommes voisins de la Libye, nous avons subi les premiers impacts de la déflagration de la Libye. Comme vous le savez également, ce n'est pas la seule raison, mais la destruction de la Libye a été l'un des détonateurs qui a entraîné la situation déplorable que nous vivons aujourd'hui dans ce pays frère qu'est le Mali. Je dis que ce n'est pas la seule raison, mais c'est également pour nous, pays du Sahel, comme le Niger, l'une des raisons des difficultés actuelles que nous avons dans le combat que nous menons contre le terrorisme dans cette région du monde, parce que simplement les arsenaux libyens ont été rendus accessibles à une horde de bandits qui essaimait déjà la région. Et aujourd'hui, nous subissons véritablement l'impact de cette situation. L'autre conséquence aussi que personne ne peut contester, c'est ce qui est arrivé au Tchad. Une colonne de mercenaires venant de Libye, lourdement équipés, a attaqué le Tchad. Et on connaît les conséquences, ou du moins l'une des conséquences dramatiques qui a été le décès du président du Tchad, Idriss Déby Itno. Donc c'est pour vous dire qu'en tant que pays voisin de la Libye, le Niger et tous les autres pays voisins, nous faisons tout ce que nous pouvons pour qu'il y ait ce processus de réconciliation nationale, pour que les différents acteurs qui sont engagés en Libye respectent les conclusions des deux conférences de Berlin, qu'elles puissent respecter les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment sur l'embargo, le respect de l'embargo, les résolutions également sur le retrait des combattants étrangers en Libye. Je le dis parce que quand on envisage des élections dans un pays qui est aussi exsangue, où il n'y a pas encore en réalité d'entente sur le code électoral, où vous avez un gouvernement ou un président démé, un ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre le remet, ou sur la question des candidats, il n'y a pas encore un bon consensus pour aller à des élections apaisées. Donc je crois que le choix est là. Il est nécessaire pour bâtir une bonne sortie de crise qu'il y ait des élections. Mais de quel type d'élections on veut? Est-ce que c'est des élections pour faire des élections, ou bien est-ce que c'est des élections qui vont effectivement paver le chemin de la paix? Donc pour nous, pays voisins, et là je ne parle pas en tant que membre du Conseil de sécurité, mais pour nous, ce qui est important, c'est de jeter les bases d'une paix durable et d'une réconciliation nationale en Libye. Si c'est pour organiser des élections qui, comme assez souvent en Afrique, sont le point de départ de difficultés encore plus compliquées que l'avant-élection, je pense que nous devons véritablement de nous pencher sérieusement sur cette question. En tout cas, nous, au niveau du Niger, on a participé comme des pays comme l'Égypte, comme la Tunisie, comme le Maroc, pour ne citer que cela, à appuyer à travers des initiatives que mes autorités ont prises au niveau des différents clans, des différentes tribus, certaines que nous avons d'ailleurs en partage, nous, Niger, à partir de la partie nord de notre pays, des groupes ethniques, des tribus que nous avons en partage avec la Libye, pour que on facilite la tâche à l'Union africaine, qui a reçu le mandat de la communauté internationale
pour pouvoir organiser la conférence de réconciliation. Que cette conférence intervienne avant les élections ou qu'elle intervienne après les élections, elle sera forcément nécessaire pour avoir une Libye apaisée, une Libye réunifiée et une Libye qui reprendra sa place de choix dans le concert des nations, non seulement au niveau de la région, mais sur la scène internationale. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet, madame. Philippe. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour ce briefing. Deux petites questions. On a entendu dire qu'il y avait un projet de résolution porté par le Niger et l'Irlande sur le climat et la sécurité. Est-ce que vous prévoyez une mise au vote cette semaine? Et depuis quelques jours, deuxième question, il y a des troupes ougandaises qui sont entrées en RDC Congo. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une réunion d'urgence à ce sujet ou est-ce que vous attendez le 6, puisqu'il y a une réunion consacrée à la RDC Congo le 6? Merci. Merci, M. Rater. Sur la résolution, sur le lien que nous faisons entre les questions de paix et de sécurité et le changement climatique, comme vous le savez, nous sommes à pied d'œuvre avec ma collègue Géraldine, la représentante de l'Irlande, pour qu'au niveau du Conseil de sécurité, après la réunion de la COP26 à Glasgow, encore que le processus de maturation de cette résolution a commencé bien avant cette réunion de la COP, nous sommes arrivés à un point où on a mis un texte sous silence il y a de cela, je crois, 72 heures ou 48 heures. 3 pays que vous connaissez très certainement nous ont adressé des lettres au président du Conseil de sécurité sortant, Juan Ramón du Mexique, ainsi qu'à moi-même et à la représentante de l'Irlande pour marquer leur, je ne dirais pas opposition, leur manque d'adhésion à cette initiative. Ce matin, à l'adoption du programme du mois, bien que ce ne soit pas une coutume à l'occasion de l'adoption d'un programme du Conseil de sécurité qu'on discute de questions de fond. Mais je vous le dis, on a eu un échange. Et avec nous qui sommes derrière cette résolution et ceux qui ont exprimé une certaine réticence. Donc, pour le moment, ce que nous ferons par la suite, on le fera savoir à travers une réunion qu'on veut avoir avec les membres du Conseil de sécurité qui ne sont pas totalement convaincus de notre initiative. On ne veut pas aller dans une situation qui va être une sorte de confrontation. La question de l'impact du changement climatique sur les questions de paix, de sécurité et de vie des populations, non pas seulement dans la région du Sahel, dans les États insulaires, mais dans beaucoup d'autres États, est une question qui est tellement importante qu'il serait fâcheux que dans son appréhension au Conseil de sécurité qu'il y ait des divergences. Donc ce matin, nous avons engagé un nouveau round de négociations avec les 3 pays que vous connaissez. Et donc on donnera quelques jours pour voir si le Conseil sera à même de trouver au moins un minimum de consensus pour qu'on ne commence pas le point d'entrée de cette question au Conseil de sécurité avec des divergences. Donc on accordera un peu de temps pour la réflexion, pour la négociation, pour la recherche d'un consensus qui va engager l'ensemble des 15 pays membres du Conseil de sécurité. Et donc, on poursuit cette réunion et on va avoir une réunion avec les like-minded countries parce que, bon, la question est tellement importante que le Niger et l'Irlande ne prétendent pas la porter à eux seuls. Ça va être une dynamique collective. Et comme vous le savez aussi, je l'ai indiqué dans le programme, le 9 décembre, on aura un débat de haut niveau sur le lien entre la paix et sécurité internationale face au challenge du terrorisme et du changement climatique.
comme ça va être un débat présidentiel, ouvert également aux États membres, je pense que cette mobilisation, à l'issue de ce débat, permettra de mesurer la maturité ou la maturation au niveau de laquelle cette résolution se trouve avant qu'on ne puisse aller de l'avant. Sur la question de l'entrée des troupes ougandaises en RDC, comme vous le savez, je ne dirais pas une invasion, ce n'est pas une invasion. Il y a eu un accord entre les autorités de la République démocratique du Congo et l'Ouganda qui, il y a quelques jours de cela, avait subi des attentats qui ont été commis à Kampala et où on a déploré une dizaine de morts. Donc les ADF ont pour origine l'Ouganda, mais comme base de repli ou comme sanctuaire, il faut le dire, la République démocratique du Congo. Donc que ces deux pays mettent leurs forces ensemble pour pouvoir lutter non seulement contre les ADF, mais contre la multitude de groupes qui combattent à l'est de la RDC et dont vous connaissez tout le mal qu'elles font aux populations civiles, notamment à des femmes, à des enfants. Je pense que si ce genre d'union peuvent se faire au niveau de l'Afrique centrale, non pas seulement entre la RDC et l'Ouganda, mais prenant l'exemple, par exemple, de ce que nous avons fait au Sahel, avec le G5 Sahel, mutualiser nos efforts, avoir une volonté politique d'en découdre avec les groupes terroristes ou les groupes armés, je pense que c'est une bonne initiative. C'est en tout cas l'analyse que je fais de cela. Ça a été fait sur la base d'un accord mutuel entre la RDC et l'Ouganda. Et en cela, je trouve que c'est une initiative qu'il faut soutenir. James? James Bays from Al Jazeera. Could I follow up with a little bit more on Libya, if I can? You said that you have to be careful not to have elections for the sake of having elections. Are you at all worried that the elections now in Libya are just over 3 and a bit weeks away from now? Only now are they working out how this is going to work? Only now are they working out who's going to be disqualified, who's not? There's a very politically charged atmosphere to this. Do you think there's a danger these elections, rather than being a positive boost for Libya, could be very counterproductive and very negative? And secondly, with regard to the sort of UN operations with regard to Libya, the Council has to come up with a new mandate for UNSMIL. You could only get a temporary rollover before, and you don't have a special envoy. Jan Kubiš quit. Could you tell us your thoughts on that? There's been some suggestion. I know Nicholas Kay, former British diplomat, but former SRSG in Somalia, his name's come up. Do you think that is a name that will take over quickly? In the past, it's taken the Council months to agree on a name for this. And in the past also, as you'll remember, the African nations wanted an African for this post. I mean, Hannah Tete was certainly mentioned for a long time. Do the A3+1 still want an African in this post? Merci beaucoup pour cette question. Vous avez posé la question, mais vous avez en partie aussi répondu. La situation qui prévaut à Libye sur la question de la liste même des candidats, vous avez vu que la juridiction d'appel sur le cas notamment du fils de Kadhafi a été attaquée. Même les juridictions qui doivent se prononcer sur la validité de certains candidats sont aujourd'hui à risque. Donc, je pose des questionnements. Si la volonté de la communauté internationale, c'est d'encourager et de dire coûte que coûte, il faut aller à des élections, quelle que soit leur qualité, et en cela, en tant que Niger, je peux vous dire que les conditions d'élections libres, crédibles, démocratiques, consensuelles, qui vont être un maillon important pour le retour de la paix, de la stabilité en Libye, ne sont pas pour le moment réunis. Les combattants étrangers sont toujours en Libye. La ligne de partage ancienne de conflit
reste figé. Il n'y a pas véritablement une réunification en termes de forces en présence. Donc, ça, c'est un point de vue, pas du Conseil de sécurité, mais c'est une analyse que nous faisons. La situation n'est pas assez mature, assez mûre pour permettre ce type d'élection ou un type d'élection qui soit des élections qui peuvent mener à une stabilité pérenne et à une sécurité en Libye. Maintenant, phénomène aggravant, à peine un mois avant ces élections, le représentant spécial du secrétaire général, en la personne de Yankoubis, démissionne. On nous propose Nicolas Clay pour le remplacer. Ce n'est pas un secret, je préfère vraiment le dire. Quand je me suis entretenu avec le représentant de la Libye, il y a quelques jours, il m'a dit qu'eux-mêmes n'ont pas été consultés. Sur notre plateforme de I10, les 10 pays élus, on a engagé les discussions. En tant que A3+1, notamment Saint-Vincent et les Grenadines, le Niger, le Kenya, dans une certaine mesure, la Tunisie qui est notre coordonnateur, on a simplement demandé un peu plus de temps pour qu'on ait une concertation. Je ne vous cache pas que hier, à pareil moment, on était dans un déjeuner et des discussions avec le président de la Commission de l'Union africaine qui est venu ici pour avoir la séance annuelle de discussion avec le secrétaire général qui vient de prendre fin il y a quelques minutes. Nous avons demandé à réfléchir. Nous n'avons pas encore pris de décision, mais on se dit qu'un nouveau représentant du secrétaire général à un mois des élections, pourquoi faire? Quelle va être la valeur ajoutée? Quel va être l'impact? Comment est-ce qu'il peut reprendre où Yankoubis l'a laissé, cette situation déjà suffisamment alambiquée dans ce pays? Mais ça encore, c'est en termes de questionnement au niveau des A3+1. Bien évidemment, on aurait souhaité, dans la mesure où on n'a pas été impliqué dès au début, malgré nos multiples dénégations, ANAT a été proposé, recusé, pour d'ailleurs on ne sait quelle raison jusqu'à présent. Lamamra, l'actuel ministre des Affaires étrangères d'Algérie, à l'époque avait été également pressenti, le même sort lui a été réservé. Donc on attend de voir concrètement qu'est-ce qui va se passer. On continue nos consultations et dans les jours à venir, en tant que A3+1, on fera connaître à Madame Di Carlo qui mène ce processus de consultation quelle est la position des A3+1 sur cette question. Elia. Monsieur le Président, félicitations tout d'abord. Vous allez discuter des sanctions au Mali. Qu'attendez-vous de ces sanctions? Est-ce qu'elles vont être suffisantes pour que la situation, disons, s'apaise? Par ailleurs, vous venez de parler des combattants étrangers qui sont toujours sur le sol libyen. Où doivent-ils aller quand leur pays d'origine ne veut plus d'eux? Que va-t-il se passer? Merci beaucoup. En ce qui concerne le Mali, la question, je pense, aujourd'hui est plus complexe que la question des seules sanctions. Déjà, le régime de sanctions, même quand le Mali était stable, c'était quelque chose de très difficile à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on demande à un pays qui a perdu le contrôle de 2/3 de son territoire de respecter des sanctions. On peut toujours continuer à demander. Les sanctions, c'est sur des personnes, c'est sur des gels des avoirs, c'est sur la libre circulation des personnes qui sont sur la liste de sanctions. Quand vous maîtrisez 1/3 de votre territoire, vous ne pouvez pas maîtriser la libre circulation, toutes ces questions. Il y a comme une sorte de shift des priorités au Mali. Aujourd'hui, la priorité au Mali, c'est la question de l'organisation des élections. C'est comment sortir d'une situation de transition
avec un double coup d'État, avec maintenant l'autre volet des sanctions, si c'est cela votre question, les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO, qui est l'organisation régionale, où pratiquement l'ensemble du gouvernement, des structures de transition ont été frappées de sanctions de la CEDEAO. Lorsque j'ai regardé la liste, je pense qu'il n'y a que le président Goïta et le ministre Abdoulaye Diop qui ne sont pas sur cette liste. Donc, ces sanctions n'ont pas été imposées par la CEDEAO juste pour le souci d'imposer des sanctions. C'est des sanctions qui visent à accompagner le processus de sortie de crise. Tant que vous n'aurez pas un gouvernement représentatif au Mali qui peut engager les véritables réformes, qui peut engager les partis qui sont signataires de l'accord d'Alger, qui sont capables d'inspirer aussi une confiance aux partenaires extérieurs, au double plan de l'aide dont le Mali a besoin pour lutter contre le terrorisme, mais également de l'aide bilatérale sur les questions de développement, on sera toujours dans cette situation inextricable. Donc pour nous, la situation au Mali, pour ne pas qu'elle ait encore un impact plus dévastateur que celui qu'elle a déjà sur la région dite du Liptako-Gourma, qui comprend la frontière Mali, Niger et Burkina Faso, il faut un accompagnement de sortie de crise au Mali qui passe nécessairement par l'organisation d'élections. En février, je pense que tout le monde sait que cela n'est pas possible. On a été il y a à peine un mois au Mali, dans la première visite de terrain du Conseil de sécurité. Nous avons discuté avec le gouvernement, avec le Premier ministre de transition, avec le président Goïta, et dans la mesure où rien n'a été fait, même en termes de textes, d'organisation de textes, d'étapes qui sont nécessaires et fondamentales, incontournables pour organiser des élections, c'est sûr qu'en février de l'année prochaine, 2022, personne de façon réaliste ne peut s'attendre à ce que le Mali organise des élections. Mais tout simplement, il faut continuer à mettre la pression pour que s'il y a un délai supplémentaire, qu'il ne soit pas un délai de 5 ans. Parce que si on devait laisser les choses comme elles sont en train de se passer, le délai, tout délai supplémentaire, comme j'ai eu à le dire d'ailleurs là-bas à Bamako, j'ai dit que les transitions les plus courtes sont les meilleures. Donc voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. Ah oui, sur les combattants étrangers, bien évidemment, ceux qui ont amené les Syriens, qu'on peut identifier, peuvent certainement les sortir. Mais quand vous avez entre 11 000 et 12 000 Sud-Soudanais et que vous connaissez la situation qui prévaut au Soudan du Sud et au Soudan, quand vous avez quelques milliers de Sahéliens, toutes catégories confondues, qui sont là-bas, il y a lieu de craindre que l'arrivée de ces combattants aguerris ne puisse créer dans certains pays voisins ce qui a été créé au début de la dislocation de la Libye, comme je l'ai dit, au Mali, et il y a quelques mois, ce qui s'est passé au Tchad. Donc c'est une question, nous en tant que pays voisins, nous voulons qu'il y ait un processus de démobilisation. Et ce processus de démobilisation doit être fait en parfaite harmonie avec les pays voisins dont sont originaires ces forces. Maintenant, en ce qui concerne les invités officiels, la question se pose autrement, parce que lorsqu'un pays est souverain et qu'il demande à un autre pays souverain de venir déployer des forces pour le soutenir, on ne peut pas leur donner le même titre de combattants étrangers comme ceux qui sont venus de l'extérieur, qui ont été recrutés soit par des milices, soit par des responsables libyens de tous bords pour pouvoir les aider dans leur ambition. Donc c'est une question qu'il faut gérer avec beaucoup de précautions, parce que si on devait organiser un départ disons, désorganisé de ces forces, il y a lieu de craindre
que le départ de ces forces, lorsqu'il se fera de façon non organisée, non réfléchie, puisse créer, au-delà de la Libye, d'autres difficultés supplémentaires aux pays de la région qui font déjà face aux problèmes que leur posent les hordes de terroristes. Oui, la dame de derrière. Ensuite, oui, derrière. Okay. I'm Cecilia, News Agency of Nigeria. I would like to find out if your presidency will also focus on addressing security challenges in Lake Chad area. Then if yes, what are the programs on board to achieve that? Then if no, why is it not your focus? Merci beaucoup. Je sais que je n'ai pas entendu le dernier mot, mais je sais que vous parlez de la situation dans le bassin du lac Tchad. Donc, quand on parle du Sahel, en fait, même le débat qu'on va avoir le 9 sur cette question, c'est la question du Sahel et du bassin du lac Tchad. D'ailleurs, les briefers qu'on a choisis, c'est le secrétaire général des Nations Unies, le président de la Commission de l'Union africaine et le secrétaire exécutif de la Commission du bassin du lac Tchad. Parce que simplement, là où se joue de façon criarde le lien entre les questions d'insécurité, les questions donc de lutte contre le terrorisme et l'impact du changement climatique, la région la plus illustrative de cette dynamique et de ce lien, c'est effectivement la région du bassin du lac Tchad. Lac Tchad qui a perdu, qui n'a aujourd'hui qu'un dixième de sa superficie hydrique, qui est une région où sévit Boko Haram, avec un taux de croissance démographique parmi les plus élevés au monde. Le problème qui se pose lorsque vous avez de plus en plus de bouches à nourrir, et notamment des jeunes gens et des jeunes filles, et que vous avez des difficultés pour accéder aux ressources hydriques et au pâturage, et que c'est une région d'agriculture et d'élevage, vous avez tout le cocktail, et c'est la meilleure illustration qu'on peut donner à la communauté internationale et à nos amis du Conseil de sécurité qui sont hésitants à accepter ce lien. C'est la région par essence où on peut montrer que l'accès aux ressources devenues très difficile à cause d'une population qui est plus grande et la précarisation de ces ressources fait le lit à travers les conflits intercommunautaires aux groupes terroristes qui profitent de cette situation qui existait à l'époque et qu'on pouvait régler par les canaux locaux, par les canaux traditionnels. Aujourd'hui, ils profitent, ces groupes terroristes, de cette situation de distorsion entre l'accès aux ressources et le croît démographique pour pouvoir asseoir leur hégémonie sur les populations, menaçant y compris la stabilité et l'existence des États démocratiques comme les nôtres. J'espère avoir bien compris votre question, madame, mais c'est la réponse que je vous donne. Je vais donner au monsieur avec les lunettes, voilà. Et ensuite, après, on va revenir, voilà. Yes, thank you. Stefano Vaccara, La Voce di New York. Mr. Ambassador, as a president of the Security Council or also as in your national capacity, Libya again, but this time to talk about the weakest maybe in Libya at the moment. There are the migrants that try to reach Europe. Do you think the international law is respected when the Libyans capture those migrants with ships, boats that are provided by the Europeans to take them back, and then they put them in prisons, torture them. And so do you think this that's going on for a long time now is something that the Security Council should address? And what do you think in your national capacity to resolve this issue, what should be done? I'm sorry. And do you think that those, you can call them still migrants, or maybe at that point they become refugees and they should be even more
international law protection to rescue them? Merci beaucoup pour cette question importante qui est une des préoccupations d'abord de mon pays, le Niger, au plan national, parce que vous savez que nous sommes à la lisière entre l'Afrique, dite l'Afrique noire, et puis le Maghreb. Donc le Niger est un pays de transit de ces migrants. Nous avons une forte présence de la communauté internationale, à savoir l'OIM, le CICR et beaucoup d'ONG qui sont dans la région nord du Niger, notamment dans la région d'Agadez, pour essayer de réguler ce flux et autant que faire se peut, de décourager les jeunes Africains et les jeunes filles et femmes africaines qui tentent la première aventure avant d'atteindre la Libye, c'est d'abord la traversée du Sahara. Avant d'arriver en Libye, déjà, on perd beaucoup de vies humaines dans la traversée du désert, ce qui est particulièrement déplorable pour nous, qui constitue une honte, non seulement pour les pays de départ, mais pour l'ensemble de la communauté internationale qui regarde sans mettre véritablement tous les moyens qu'il faut pour éviter cette tragédie humaine. Maintenant, quand ces gens arrivent, le reliquat de ceux qui ont pu traverser le désert, quand ils arrivent à Libye, commence une nouvelle traversée du désert. Et donc, il est inadmissible pour la conscience humaine de tolérer ce qui est en train de se passer là-bas. Vous avez suivi, comme moi, un certain nombre de reportages sur la vie de ces migrants qui viennent en Libye, qui sont exploités parce que simplement il n'y a pas un système, disons, organisé. Vous avez des prisons qui sont officielles, mais vous avez des centres de décision, de détention en Libye qui ne relèvent même pas d'un pouvoir, disons, étatique clairement établi. Donc ils sont utilisés par les différents camps, par les différentes factions dans les combats, soit comme combattants ou comme boucliers humains. Donc tout ça n'est pas acceptable non plus. La traversée du désert, le drame dans le Sahara, l'arrivée, les centres de détention, l'utilisation comme bouclier ou comme combattant, et donc le troisième tiers qui est suffisamment chanceux pour sortir des centres de détention arrive à trouver des embarcations de fortune pour traverser les eaux, les océans. Et là, malgré la présence effectivement de la mission Irini, dont nous félicitons de l'existence, même si, comme l'a dit dans son rapport le secrétaire général, la Libye n'est pas un pays, ne doit pas être un pays de refoulement. Cela est fait, des moyens ont été fournis à des Libyens, à des gardes-côtes libyens, qui, eux, quand ils recueillent ces rescapés de la troisième vague, les renvoient en Libye auprès de leurs geôliers qui continuent à les massacrer et à violer leurs droits humains les plus fondamentaux. Donc, je pense que c'est une question, en tout cas en tant qu'Africain, j'estime que la communauté internationale ne fait pas assez. Elle ne fait pas assez. Et peut-être que les pays et les gouvernements africains devraient pouvoir faire mieux également. Il ne faut pas simplement jeter le blâme aux autres. Il faut que nos propres gouvernements jouent le rôle qu'ils doivent jouer sur une question qui est une question simplement de vie, une question d'humanité, une question de protection de la vie. Le premier droit fondamental de tout être humain, c'est d'abord le droit à la vie. C'est lorsqu'on vit qu'on peut jouir des autres droits qui sont consacrés par les textes de la communauté internationale. Donc c'est une véritable tragédie que nous vivons et je pense que le Conseil de sécurité, avec lui la communauté internationale, l'Union africaine, l'ensemble de la communauté internationale devait prendre à bras le corps ce problème pour que plus jamais
ne meurent dans la traversée du désert des jeunes hommes et des jeunes filles, plus jamais que ces jeunes gens ne meurent dans les prisons en Libye, et plus jamais qu'ils ne meurent par milliers dans les mers, et que plus jamais on ne refoule ces chercheurs d'espoir, parce que tout ce qui motive cette situation, c'est la recherche d'un mieux-être en Europe, de façon d'ailleurs pas tout à fait évidente, pas tout à fait sûre, parce que ceux qui pensent avoir accompli le parcours de combattant, quand ils arrivent en Europe non plus, les conditions d'accueil et de réinsertion ne sont pas les meilleures. Donc, je partage votre préoccupation et voilà, si on peut l'appeler, le petit cri de cœur qu'en tant que Nigérien, je lance cet après-midi. Ok, je vais donner la parole à Pamela et ensuite la dame avec le joli collier africain. Donc Pamela d'abord. Voilà, merci. It's Pamela Falk from CBS News. Thank you, Ambassador, and thank you to the entire delegation from Niger. Good luck with the month. My question relates to the fact that we heard this morning also from the African Union and the Secretary General about the rush to judgment on travel bans on Africa and a lot on Omicron, the new variant. So my question to you is, as President of the Security Council, do you think it is possible, it's not on the agenda, but to put the coronavirus pandemic on the UN Security Council agenda as the UN and the Security Council did do with Ebola? It was the first time they put a health crisis and the pandemic and threat to international security. Now that was 2014, but it's possible. And just on that front, in your national capacity, the U.S. CDC did put Niger on the highest no-fly or do not fly to list 2 days ago. What is it that Niger needs from the international community to deal with the coronavirus pandemic? Not just vaccines, delivery methods. What is it that you need? So those are two separate questions. Thank you. Cette question également, c'est une question qui doit interpeller, comme la précédente, la conscience de l'humanité. Quand vous avez des pays qui sont les pays européens, les pays nantis, qui sont à certains égards à 80-82% de couverture vaccinale, et que vous avez seulement 2%, 3% ou 4% dans le meilleur des cas dans les pays en voie de développement et majoritairement dans les pays africains, à un moment où ceux qui ont fait les 2 cycles de vaccination ou ceux qui ont fait le Johnson & Johnson, une seule vaccination, veulent aller vers un 3e round, c'est simplement pas acceptable qu'on continue à vivre cette situation d'injustice, de manque de solidarité. On a tous été frappés par le coronavirus de la même manière. Quand il fallait souffrir ensemble, nous avons souffert ensemble. Maintenant qu'on a trouvé des solutions à travers les vaccins, cette solidarité est en train de s'effriter. Il faut dire que le secrétaire général des Nations Unies a été le premier à porter cette initiative et ce cri de cœur au niveau de l'ensemble des États membres des Nations Unies et il faut lui en savoir infiniment gré. Le Conseil de sécurité, après avoir tergiversé, après avoir hésité, après avoir passé pratiquement 3 à 4 mois derrière une résolution qui a été fort heureusement initiée par la Tunisie et la France, la résolution 2532 a pu arrimer la question de la lutte contre cette pandémie à l'agenda du Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, le 13, dans le programme qui est là devant moi, le 13 janvier, si je ne m'abuse,
il y aura dans l'après-midi des consultations sur la mise en œuvre de cette résolution 2532. Donc, bien évidemment, durant le mois de décembre, on va revisiter cette question en termes d'accès au vaccin, en termes de répartition et aujourd'hui en termes même de compréhension. Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si c'est encore les réseaux sociaux qui le disent. J'aurais vu avant d'arriver ici un article qui a été attribué à l'OMS qui découragerait le troisième round de vaccination. Je ne sais pas si cela est vrai. Vous qui êtes de la presse, vous pouvez le confirmer ou l'infirmer, mais je l'ai lu tout à l'heure avant de venir ici. Je peux vous dire également que ce matin, lors de ma rencontre avec le président de l'Assemblée générale, il m'a indiqué qu'il va organiser un débat de haut niveau, au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, où il va mettre en place, en face les producteurs de vaccins, les distributeurs de ces vaccins, et puis les pays qui en ont besoin pour avoir un débat. Donc nous, en tant que Niger, on ne fait pas exception par rapport à la position, au vécu des autres pays africains de notre niveau, pas parce que souvent il n'y a pas de disponibilité des vaccins, mais parce que simplement, il faut aussi le reconnaître, on n'a pas été frappé de la même manière que certains pays européens. Quand vous allez au Niger, dans certains des pays africains, le Covid-19 est moins préoccupant, par exemple, que la malaria. Vous avez plus de morts, notamment parmi les jeunes, de paludisme, de maladies diarrhéiques. Et ce qui est regrettable pour nous, c'est que la mobilisation internationale sur la vaccination Covid-19 est en train d'avoir un impact négatif sur d'autres cycles de vaccination contre des maladies qui s'avèrent être beaucoup plus mortelles que ne l'est le Covid-19 dans nos pays. Donc le Covid-19 prend son lot de morts, crée son lot de misère, mais à cause de la grande attention et de la focalisation sur le Covid-19, on oublie et on néglige d'autres maladies dont le vaccin existe, mais qui n'est pas administré du fait de la forte mobilisation autour du Covid-19. Voilà ce que je peux vous répondre, madame. Ok, on va prendre la toute dernière question parce que on a une autre réunion maintenant. Voilà, on vous la donne, mais très rapidement pour que on puisse. Thank you. Sorry, this microphone is in a funny place, so I'm bending over. Evelyn Leopold, just a quick question. On the 14th, you have non-proliferation. Are you talking about Iran? And if so, you seem to be very optimistic that you'll have some news on the JCPOA. Madame, vous savez, je reviens de loin. En septembre dernier, j'étais président du Conseil de sécurité et j'ai eu la malencontreuse chance de traiter avec cette question du JCPOA. Donc c'est pour ça que la question du snapback, parce que le précédent président qui était l'Indonésie avait donné la réponse qu'il a donnée, et puis j'ai été héritier de ce dossier. Donc je n'aime pas le prononcer, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai juste parlé des armes chimiques sans dire le sigle JCPOA. Donc j'espère qu'on va avoir des discussions beaucoup plus apaisées que celles que nous avions eues l'année dernière. Et je souhaite vivement que le cycle de négociation sur cette question entre l'Iran et les autres partenaires qui s'est engagé à Genève, que ce cycle-là reste pendant longtemps à Genève et en tout cas qu'il dépasse le mois de décembre avant de venir à l'agenda du Conseil de sécurité. C'est ce que je souhaite vivement et c'est la réponse que je peux vous donner, madame.
Ok, les chers amis, merci encore pour votre disponibilité et on enverra un email global par rapport surtout à notre événement majeur et les activités que nous aurons. Merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.